A eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Bonjour chers élèves petits et grands. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo dans laquelle on va s'interroger pour savoir qui a inventé l'école, surtout comment on en est venu à l'éducation nationale telle que nous l'avons aujourd'hui. On va donc se demander à quand remonte l'instruction publique, qui fait les programmes scolaires, et on va remonter l'histoire pour savoir comment on est passé de la pédagogie de l'Antiquité jusqu'à l'école du monde d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour. Bonjour Noé, bonjour Léna, bonjour Églantine, bonjour Chloé, bonjour Élise, bonjour Joanne, bonjour Maxence, bonjour Lisa, bonjour Louise. Bien, levez le doigt pour me dire qui c'est qui a inventé l'école. Moi, facile, c'est Charlemagne. Eh bien non, justement, je suis désolée mais je vais faire tomber un mythe, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école et la notion de transmission remontent déjà à l'Antiquité. Charlemagne ayant été couronné empereur en l'an 800, il est donc impossible qu'il ait vécu à l'Antiquité. À moins qu'il ait eu une machine à remonter dans le temps. Ce qui en tout cas n'a pas été documenté par des historiens. Donc déjà chez les Grecs et les Romains, la notion de transmission de savoir est importante. On va avoir certaines personnes qui vont dispenser un enseignement, principalement l'art du langage, c'est-à-dire la rhétorique, l'art du bien parler, qu'on va étudier notamment à travers les œuvres des philosophes ou de grandes figures telles que Cicéron et Virgile. Charlemagne, qui arrive donc des années après les Grecs et les Romains, n'invente pas l'école, mais il va la restaurer. C'est pour ça que souvent on dit qu'il a inventé l'école, or ce n'est pas tant le cas. On fait cette confusion parce qu'effectivement, à Aix-la-Chapelle, où se trouve le palais de Charlemagne, il a créé des lieux appelés écoles. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le concept de transmission de savoir dans un endroit. Charlemagne n'invente pas l'école, mais il la restaure et surtout il l'adapte pour qu'elle puisse coller au principe de l'enseignement tel qu'il est voulu au Moyen-Âge, c'est-à-dire un enseignement chrétien. En 789, il ordonne la création d'établissements qu'on va appeler donc des écoles et qui sont destinés à ce que les enfants puissent apprendre à lire, et ces écoles vont se trouver principalement dans des monastères. Et ils lisaient quoi? Eh bien la Bible, des psaumes, des chants religieux. Ah ouais, super fun l'école en ce temps-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enseignement est chrétien et que surtout l'école n'est pas destinée à tout le monde. Le but de Charlemagne, c'est en réalité d'encadrer la société chrétienne. Donc pour ça, il veut former des religieux qui vont à leur tour pouvoir dispenser cet enseignement. La base de l'instruction, c'est ce qu'on appelle le psautier. Le psautier, c'est un manuel de lecture du Moyen-Âge qui est un livre catholique. Et on va également leur apprendre l'écriture afin de pouvoir former des moines copistes, c'est-à-dire ceux qui vont recopier les manuscrits, puisqu'à l'époque, l'imprimerie n'existe pas, ni l'imprimante, ni la photocopieuse. Donc on est obligé de réécrire les livres à la main afin qu'ils soient ensuite conservés, principalement dans les monastères, sachant que le livre le plus recopié, vous vous doutez bien qu'il s'agit de la Bible. Mais du coup, c'est pas tout le monde qui va à l'école. Ah non non non, déjà première chose, vous allez oublier les filles. Même si il est vrai que certaines, dans de rares cas, ont pu être instruites, notamment si elles étaient issues de familles aristocratiques, c'est-à-dire de familles nobles. Pour la plupart, de toute manière, les filles n'ont pas d'instruction. Quant aux garçons, il faut bien vous dire que ce ne sont pas tous les garçons, ce sont principalement des garçons qui sont issus de familles riches et de familles souvent issues de la noblesse. C'est-à-dire qu'en gros, vous oubliez à peu près 95 voire 98% de la population. Eh ben dis donc. Charlemagne, il va créer deux écoles. Celle pour les garçons de la chapelle, donc des garçons qui vont être destinés ensuite à entrer dans les ordres religieux, et celle pour des garçons qui vont être instruits pour devenir de futurs fonctionnaires et cadres de l'administration de Charlemagne, donc des ministres. Ah ouais. À l'époque, celui qui organise la politique, c'est un homme qui s'appelle Alcuin. C'est un des conseillers de Charlemagne et qui est chargé justement de l'instruction scolaire. Si vous voulez, c'est un petit peu le ministre de l'époque. Et Alcuin, il va aller jusqu'à simplifier l'écriture pour la rendre plus facile à utiliser. Il va notamment demander à employer une écriture qu'on appelle la minuscule Caroline. C'est facile à retenir, c'est mon prénom. L'enseignement est donc basé à la fois sur un enseignement religieux, auquel on va ajouter des disciplines qui viennent de l'Antiquité, puisque l'Antiquité reste quand même la source du savoir, d'inspiration de ce qu'on fait à l'époque, et on va donc, comme ce qui se faisait à l'Antiquité, enseigner l'art du langage, donc la rhétorique, l'art du bien parler, la grammaire, auquel on va ajouter également un savoir scientifique tel que l'astronomie et également l'art militaire. Et les autres personnes dans la population, ils faisaient quoi en attendant? Eh ben ils travaillent, pardi. Faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'à l'époque, la société, elle est divisée. Au Moyen-Âge, on a trois catégories. Ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui se battent. Ces trois catégories, c'est ce qui permet d'ordonnancer le monde et la société. C'est basé sur une vision chrétienne de partition de la société. À partir du XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on va reprendre cette base de partition de la société pour créer des ordres.
Donc la société va être divisée en 3 ordres. Le clergé et la noblesse, donc les aristocrates et les gens issus du monde religieux, qui sont des ordres privilégiés, ils ont notamment le privilège de ne pas payer d'impôts, et le tiers-état, qui constitue à peu près 98% de la société, et dans lequel on va retrouver principalement des paysans, auxquels vous allez ajouter des artisans, des commerçants, des bourgeois. Et en gros, à l'époque, l'éducation est déterminée en fonction de ta naissance. Ceux qui sont bien nés et privilégiés ont donc la chance d'être instruits, sachant quand même que l'enseignement élémentaire, donc de base, est quand même dispensé dans les milieux privés, puisque les familles très riches ou issues de l'aristocratie, donc de la noblesse, vont pouvoir faire venir un précepteur qui va justement dispenser cet enseignement aux enfants. Ce qui exclut de fait une très grande partie de la société. Donc les autres, en attendant, ils bossent et ils sont exploités. Sympa, franchement ça donne envie cette société. Alors, il arrive quand même que dans certains villages, vous ayez des prêtres catholiques qui dispensent un enseignement religieux ou un enseignement basique aux enfants. Louis XIV, qui voulait lutter contre le protestantisme, a ordonné d'ouvrir une école dans chaque village, mais le taux d'alphabétisation est quand même resté très faible, puisqu'on sait qu'à la veille de la Révolution, vous avez à peu près 27% des femmes qui sont capables de signer les registres de mariage, et à peu près 45% des hommes. Ce qui est quand même assez faible, et ce qui en plus ne nous dit absolument pas si ces personnes sont capables de lire ou d'écrire. On parle là ici juste de signature. Puisque la première chose qu'on apprend aux gens, c'est à signer, afin qu'ils puissent signer quoi? Les registres de mariage, mais également des contrats, sachant quand même qu'ils se font une fois sur deux avoir, puisque ceux qui ne savent pas lire se retrouvent à signer des contrats sans avoir pu justement les lire. Encore une fois, on reste sur un enseignement élémentaire très basique, et l'enseignement secondaire, donc à partir de ce que nous on considère comme le collège ou le lycée, n'est réservé qu'à une élite, principalement à la noblesse, qui sont formés dans ce qu'on appelle les collèges des jésuites. Les jésuites, c'est un ordre missionnaire religieux chrétien. Et là encore, on a un enseignement de base, un enseignement religieux auquel se rajoutent certaines disciplines complémentaires. Quant aux filles, notamment les filles de bonne famille, elles sont au couvent, dans l'attente du mariage. Oh bah moi, franchement, elle m'angoisse cette société, hein. C'est pas très égalitaire tout ça, hein. Puis c'est un peu sexiste aussi. Ah non, c'est pas une société égalitaire, c'est certain. D'autant quand même qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, la société est dirigée par un roi. On est sur une monarchie absolue, de droit divin. Donc une société qui est principalement chrétienne, et un roi qui dirige avec les ordres privilégiés et ensuite en dessous ceux qui travaillent. Le roi n'a absolument aucun intérêt à ce que la population soit éduquée, parce que plus une population est éduquée, plus elle est à même de réfléchir, et donc potentiellement de remettre en cause son pouvoir, ce qui ne lui dirait absolument rien. Mais je comprends pas, comment on en est arrivé à l'école d'aujourd'hui? Souvenez-vous qu'en 1789, il y a eu la Révolution française, donc la population se révolte et la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire la société qui existait avant la Révolution, va être renversée et remplacée par un nouveau système dans lequel les citoyens, et techniquement les citoyennes, devraient être égaux en droit, en tout cas sur le papier. Et parmi les députés qui vont être élus au sein de la Première République, se trouve un homme qui s'appelle Condorcet et qui va être en charge de déterminer un projet d'instruction publique. C'est qui lui? Condorcet, il a suivi des études justement dans un collège jésuite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça lui a pas beaucoup plu. Il a gardé quand même une haine assez profonde envers ses instructeurs, qu'il n'aimait absolument pas. Il était surtout contre le système éducatif des jésuites qui repose sur 3 principes. La punition, la délation, c'est-à-dire la dénonciation de ses camarades quand ils font une bêtise, et les punitions corporelles. Quant au contenu, vous avez 8 heures de latin, vous avez la lecture des textes religieux, vous avez des cours de morale et vous avez un petit peu de philosophie. En gros, lui, il était pas très content parce que Condorcet, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les sciences et principalement les mathématiques. C'est un très grand mathématicien puisqu'ensuite il va intégrer l'Académie royale des sciences et il va se faire connaître durant la Révolution jusqu'à être élu comme député républicain. Lorsqu'il rentre à l'Académie royale des sciences à l'âge de 26 ans, il va connaître d'Alembert. D'Alembert, c'est un ami Diderot, celui qui a dirigé la création et l'écriture de l'encyclopédie, qui va lui faire connaître Voltaire. Qui c'est qui se rappelle qui est Voltaire? Ah oui, on nous a parlé de Voltaire en classe. Je crois que c'est un philosophe des Lumières. Le gars, il est un peu révolté contre tout dans la société, il critique tout. Donc la monarchie absolue, l'injustice, l'inégalité. Et c'est pas aussi l'amant d'Émilie du Châtelet par hasard? Exactement, tu as bien suivi tes cours d'histoire géo. Donc, Monsieur Condorcet, ami de Voltaire, ami de d'Alembert, enfin bref, ils se connaissent tous à l'époque, fait partie du comité d'instruction publique et est en charge de rédiger un projet. Dans son projet, il va proposer quoi? Une école, à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans, avec un enseignement élémentaire, notamment lire, écrire, compter. Ensuite viendrait l'enseignement secondaire, qui serait donc de 10 ans à 13 ans, où on enseignerait l'histoire géo, c'est important évidemment, le dessin, la physique, les sciences naturelles, les arts mécaniques. Puis viendrait ensuite l'institut, l'équivalent des lycées, puis les universités. Et il y aurait un enseignement obligatoire pour les filles et pour les garçons,
puisque l'objectif de Condorcet, qui s'appuie notamment sur les idées égalitaires et progressistes des philosophes des Lumières, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse acquérir des connaissances afin de pouvoir continuer à progresser. C'est exactement ce qu'on a, non? Oui, sauf que le projet fut déclaré contraire aux vertus républicaines et à l'égalité. Faut quand même savoir que Condorcet a joué de malheur à ce moment-là, puisqu'il présente son projet de réforme au moment où la France déclare la guerre à l'Autriche. Donc ils ont clairement autre chose à faire. Et en plus de ça, à l'époque, la majorité des savants, faut pas oublier qu'ils sont aristocrates, ou en tout cas bourgeois, et qui n'ont absolument aucune envie que le peuple entier soit instruit, puisque à partir du moment, je vous le disais, où une population est entièrement instruite, elle peut réfléchir, et donc possiblement renverser ceux qui jusqu'alors lui étaient supérieurs. Donc ça les intéresse pas. Donc le projet est abandonné. Et il a été récupéré qu'un siècle plus tard. C'est un peu fait arnaquer le mec en fait. En fait, il y a quand même plusieurs étapes. Déjà, sous Napoléon, il instaure un empire après la Révolution française et la Première République. Il va faire en sorte que l'éducation devienne une affaire d'État. Pourquoi? Parce qu'il va créer l'administration de l'université impériale et une administration qui est centralisée. Parce que nous, on aime bien avoir un système qui est très pyramidal et très hiérarchique en France. Et ensuite, il va découper le système administratif en plaçant à chaque fois, dans chaque structure, un chef d'établissement, puis ensuite, des disciplines. Oh. Puis, durant la Restauration, l'instruction devient un ministère d'État. Donc là, on n'est plus sur une instruction publique, mais sur l'éducation nationale. Puis, sous la monarchie de Juillet, plusieurs lois vont être prises, notamment la loi Guizot qui indique que dans chaque commune qui possède plus de 500 habitants, il va falloir qu'il y ait un établissement scolaire et qu'une instruction soit dispensée aux garçons et aux filles. Toutefois, cette loi n'implique pas d'obligation, c'est-à-dire que l'école devient une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est l'école à la carte, quoi. En fait, c'est surtout que tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à l'école. Rappelez-vous d'une chose, à l'époque, c'est qu'on a beaucoup d'enfants par foyer, qu'il faut les nourrir, et que les enfants aident leurs parents, qui travaillent principalement dans les milieux ruraux, donc dans les champs ou dans les mines. Donc forcément, envoyer son enfant à l'école, ça veut dire se priver d'un salaire complémentaire, alors qu'il va quand même falloir nourrir cet enfant. Mais du coup, c'est qui a rendu l'école obligatoire? Eh bien, c'est Jules Ferry. À l'époque où Jules Ferry va mettre en place ses lois scolaires, la France vient de perdre la guerre franco-prussienne. Donc on est quand même dans un sentiment de défaite exacerbé. L'État va surtout se servir de l'école pour en faire un relais de ses valeurs républicaines. L'idée étant de former de futurs soldats, afin qu'ils puissent ensuite aller combattre et se venger des Prussiens. L'école doit donc transmettre les valeurs républicaines, mais elle doit permettre aussi que tout le monde se mélange sur les bancs de l'école, et plus simplement uniquement les élites du pays, surtout aussi dans l'idée de pouvoir tous parler français puisqu'on est à une époque où on parle plein de dialectes en fonction des différentes régions. En 1881, Jules Ferry rend donc l'école gratuite et obligatoire, auquel s'ajoute en 1882 l'obligation de laïcité. Pourquoi ? En gros, l'école est un relais de la République et non plus un relais de la religion chrétienne. Alors évidemment, c'est pas parce que l'école devient obligatoire que d'un coup tous les enfants vont à l'école. Les instituteurs ont notamment beaucoup galéré pour pouvoir faire venir les élèves à l'intérieur des classes, et il a même fallu parfois que des instituteurs ou institutrices aillent eux-mêmes chercher les élèves qui étaient au champ. Faut quand même que je vous explique une chose, c'est que l'école au départ elle n'est pas mixte, donc on sépare les filles des garçons. Ça arrive souvent que dans les villages, vous ayez l'école des filles, au milieu la mairie, et sur le côté ensuite l'école des garçons. Ensuite vous avez une base commune, donc l'instruction morale et civique, l'écriture, la lecture, le calcul, puis se rajoutent ensuite des enseignements différents. Les garçons, le but c'est d'en faire des soldats, donc vous allez beaucoup mettre l'accent sur le physique et la préparation sportive. Ah ouais non mais moi j'ai aucune envie d'aller sur un champ de bataille, de prendre une arme et de courir dans les tranchées. Hein. Les filles, le but c'est qu'elles deviennent de bonnes mères au foyer, qui puissent justement faire de beaux bébés qui deviendront eux-mêmes des soldats pour combattre pour la France. Donc aux filles, on va apprendre quoi? Eh bien les travaux d'aiguille, l'économie domestique, l'art ménager, donc c'est-à-dire à faire le ménage et à élever des enfants. Ah oui, et j'ai oublié aussi de préciser qu'elles n'ont pas le droit de passer le baccalauréat. Oula, bah moi j'aurais été mal barrée à l'époque, hein, parce que je sais absolument pas coudre, et que je suis très nulle pour m'occuper de mon petit frère. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les garçons, on leur apprend pas à tenir un balai. Je savais pas qu'il y avait que les filles qui pouvaient tenir un balai. Parce que les filles et les garçons ne sont pas du tout destinés à avoir la même place dans la société. C'est sexiste. C'est d'époque. C'est sexiste quand même. Ah, ça c'était pour éviter tout risque de relation entre les instituteurs et les jeunes filles. Parce que je vais pas vous la refaire, mais vous savez bien à quel point les jupes peuvent être tentatrices, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Mais en 1975, par la loi Haby, nous allons instaurer la mixité à l'intérieur des classes. Donc à partir de ce moment-là, les écoles deviennent mixtes. Bon, après c'est comme tout. Généralement on met en place une loi, mais on a oublié d'adapter les établissements au passage. Donc au départ, par exemple, il n'y a pas de toilettes pour les filles, donc elles se retrouvent au milieu des garçons. Alors je vous vois venir avec le débat sur est-ce qu'aujourd'hui justement il ferait pas mieux qu'il y ait plutôt des toilettes mixtes pour tous les genres?
Oui, certainement, peut-être qu'on pourrait effectivement avoir des toilettes où il n'y ait que des cabines, chacun y aille et fasse ses petites affaires à l'intérieur, peu importe son genre et peu importe son sexe. Toujours est-il qu'à l'époque, on est sur une société qui est quand même très partitionnée entre filles, garçons. Donc au départ, faut savoir quand même que les garçons, ça les déstabilise. Ben oui. D'ailleurs, il y a de grands débats sur ça, parce que les garçons se disent « Mais comment on va faire si on a des filles dans notre classe? Parce qu'on va être hyper déconcentrés. Hein, bah oui, forcément. Une fille dans la classe, on va la regarder au lieu de travailler. Bon, je fais de l'humour, mais il faut savoir quand même que ça a bien existé. En tout cas, à partir de la réforme Abi, désormais, l'enseignement est donc mixte, en plus des établissements scolaires, ce qui permet justement de gommer un petit peu les inégalités. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire qu'on est tout de suite sur une école égalitaire. Il va falloir encore prendre le temps, et les stéréotypes ont la vie dure et persistent, même encore aujourd'hui. C'est quoi déjà des stéréotypes? Ah ça, ce sont des croyances sur les différences entre les femmes et les garçons, notamment en termes de comportement, de psychologie ou d'ambition par exemple. Ah oui, comme le fait qu'on dit souvent que les filles, elles vont plutôt aller vers des filières littéraires et qu'elles sont meilleures en français, tandis que les garçons seraient plutôt avec un profil scientifique et seraient meilleurs en mathématiques. Exactement. Et vous avez certaines filles qui vont s'interdire d'aller dans certains métiers ou certaines filières, et certains garçons, à l'inverse, également, qui vont s'interdire d'aller dans certains métiers ou certaines filières. Par exemple, on constate que tout ce qui est éducation, assistante maternelle, s'occuper toujours des enfants, eh bien ça reste quand même majoritairement féminin, alors que certaines professions restent majoritairement masculines. Donc il y a encore du progrès à faire. Ah ouais, donc si je résume, il y a quand même encore du chemin à parcourir et l'école, elle peut encore évoluer. Exactement. Et l'enseignement de l'histoire géo dans tout ça, ça a toujours été pareil? Ouh, bah ça aussi ça a changé depuis le temps. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire est quand même extrêmement importante de la Troisième République. Je vous disais, l'école c'est un relais des valeurs républicaines, mais alors l'histoire encore plus, puisqu'on se sert de l'histoire pour dispenser les valeurs de la République et former le citoyen du monde de demain. Par l'histoire, les enseignants doivent donc former de futurs soldats qui ont envie de se battre. Et pour ça on va faire quoi? Eh bien on va leur montrer dans l'histoire des figures héroïques qui vont pouvoir leur servir de modèle. On va notamment beaucoup se servir du petit manuel qui s'appelle le Petit Lavis, dans lequel on va justement puiser ses sources d'inspiration et on va s'appuyer sur de grandes figures historiques. Après la Première Guerre mondiale, ce mouvement est un petit peu remis en cause parce qu'on sort de plusieurs années de guerre et il faut bien vous dire que les gens, ils en ont un petit peu marre qu'on leur dise eh bien allez combattre et allez mourir, puisqu'ils ont vu quand même une grande partie des gens mourir. Donc il y a quand même des débats qui se posent sur est-ce qu'on devrait toujours enseigner l'histoire ainsi, mais la Seconde Guerre mondiale arrive et le régime de Vichy choisit toujours de se baser sur de grandes figures historiques telles que Vercingétorix ou Jeanne d'Arc. Et on est principalement sur des méthodes d'histoire qui reposent sur l'apprentissage par cœur, donc on mémorise des dates, on mémorise des événements, et pour la géographie, on place des lieux sur des cartes. Évidemment, il ne s'agit pas complètement de le critiquer parce que cela a ses avantages, ça fait travailler la mémoire, chose qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à avoir, puisque aujourd'hui on mémorise très difficilement, et on n'a plus ces bases-là. Pareil pour la localisation, aujourd'hui on a énormément de mal à se repérer sur des cartes et on ne sait plus localiser, on ne connaît plus ces départements, mais il faut bien savoir quand même que ça avait un objectif. L'objectif c'était donc que l'histoire soit liée aux valeurs patriotiques et républicaines, afin justement qu'ensuite on ait envie d'aimer son pays, et que la géographie puisse nous permettre de mieux connaître notre territoire et de s'y déplacer, avec l'idée toujours de le valoriser. Mais on n'enseigne plus ça aujourd'hui, non? Et non, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu justement une réforme des programmes. Alors faut quand même savoir que des réformes des programmes, il y en a tout le temps. Et l'idée c'est de moderniser l'histoire. Et se sont rajoutées également les manifestations de mai 68 avec la volonté justement de l'élargir. On décide donc que les élèves ne doivent plus simplement mémoriser de grands noms, mémoriser des lieux ou des événements. C'est que désormais l'histoire doit servir à faire réfléchir. Donc on va vraiment se baser sur le vrai travail de l'historien, puisque le travail d'un historien ce n'est pas juste d'apprendre des dates par cœur. Et oui, ceci est un scoop. C'est en réalité de se baser sur une méthode d'analyse du passé pour pouvoir mieux comprendre le présent. L'idée c'est donc de proposer aux élèves des méthodes d'analyse du passé afin qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ah ouais, je comprends mieux. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que du coup ce sont les hommes politiques qui décident de ce qui est enseigné dans les programmes, et notamment dans les programmes d'histoire. C'est un débat et c'est un peu complexe, mais effectivement l'enseignement de l'histoire est quand même très influencé par les mouvances politiques. Dans tous les cas, il faut quand même se rappeler que l'éducation étant nationale, elle est forcément orientée par le ministère qui va orienter lui-même les programmes. Et c'est qui décide des programmes? C'est le CNP, le Conseil national des programmes, qui est constitué principalement de chercheurs et d'universitaires. Donc si je résume bien, ceux qui font les programmes scolaires, ce sont ceux qui sont des chercheurs et des universitaires, mais qui ne sont pas sur le terrain. C'est bien ça? C'est ça! Mais gardez quand même à l'esprit que les programmes et les objectifs, même s'ils sont décidés en haut, sont appliqués en bas par des professeurs qui ont ce qu'on appelle la liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes les méthodes, les exercices, les documents qu'ils veulent fournir à leurs élèves pour pouvoir travailler des points du programme. Bah c'est quand même compliqué tout ça, hein. On s'en rend pas compte quand on est élève.
Bon, même si ça reste un peu compliqué, je constate quand même que dans notre pays, nous les filles, on a la chance de pouvoir être instruites comme les garçons et que même s'il reste encore des avancées à faire et que tout n'est pas gagné puisqu'il faut encore lutter contre les préjugés pour avoir une égalité, ben on est quand même mieux lotis que dans certains pays. Et en tout cas, quand on regarde le passé, on se dit qu'on a quand même bien évolué. Exactement, mais c'est à ça que te sert l'histoire justement, te montrer ce qui se faisait avant pour comprendre le présent afin d'éclairer ton avenir. En tout cas, maintenant que tu sais comment on en est venu à l'école d'aujourd'hui, eh ben t'as toutes les clés en main pour pouvoir continuer à la faire évoluer. Parce qu'il faut bien garder ça à l'esprit, c'est que l'école n'est pas figée dans le temps, elle se construit au fur et à mesure du temps. Donc si aujourd'hui il y a des choses qui ne conviennent pas, des choses à améliorer dans le système scolaire ou à faire changer, eh ben faut pas juste se dire que non, ça ne changera jamais et perdre espoir, il faut au contraire se dire qu'un jour, peut-être, les choses pourront évoluer. On a plein de modèles à l'étranger aussi sur des systèmes scolaires qui sont mieux adaptés que nous pour certaines choses. On a aussi des choses très bien qui se font dans notre pays qui peuvent servir de modèle pour d'autres. Donc l'idée ce serait peut-être de travailler tous en commun afin qu'on puisse construire l'école de demain. Vous avez vu? Je fais des rimes maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis à très bientôt pour de prochains enregistrements. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?